Du coup, à l'écran, j'ai l'exercice 0 en Java à gauche et puis à droite en JavaScript. Du coup, si j'exécute, en fait, l'exécution du truc, c'était imprimer en impératif, ça va imprimer un, 2 et 3 chacun sur leur ligne. Du coup, l'idée, c'est de reproduire la même chose avec une programmation plus fonctionnelle. Donc, j'ai commencé par Java qui est sur la gauche. Donc, sur la liste Elements, il y a une méthode qui s'appelle forEach. Donc, on peut utiliser ça. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, la lambda qu'on va passer dans la forEach va être appelée pour chacun des éléments. Donc là, ici, je peux écrire élément flèche et puis ensuite, je peux faire un system.out.println de chacun des éléments. Ça, c'est le plus court qu'on puisse écrire, mais je vais vous montrer d'autres variantes. Donc déjà, on va vérifier que ça fonctionne. Donc je réexécute. Je vais juste fermer le côté gauche. Donc là, j'exécute et j'ai bien le 3. Il y a des variantes là-dessus. Donc en fait, j'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça. Mais en fait, ils ont mis forEach directement sur la classe list. Mais en temps normal, en Java, si on veut accéder à l'API de stream, donc en gros la programmation fonctionnelle en Java, on doit passer par elements.stream et puis il y a aussi la méthode forEach. C'est la même chose. A priori, il y a une toute petite différence d'exécution, mais c'est plus ou moins la même chose. Je sais pas pourquoi ils ont mis le forEach directement sur une liste. C'est peut-être pour ressembler à JavaScript. Pour de vrai, je vois pas trop l'intérêt. En gros, il y a deux points d'entrée for each, soit elements.stream.forEach ou sinon elements.forEach. Euh, alors là, du coup, j'utilise la syntaxe des lambda, donc element flèche avec system.out.println. Ok, cool pour le stream. Et il y a aussi une autre manière de faire, donc on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les méthodes références. Donc on peut faire elements.forEach et là ici on va référencer la méthode println sur l'attribut systemout. Donc ce qu'on va faire c'est system.out et puis on va référencer println. Donc ça c'est une autre manière d'écrire, c'est un peu plus court, un peu plus obscur aussi. Du coup ce qui se passe en fait c'est que en gros si je vais voir la méthode println, ici, c'est comme si sur notre autre code ici, donc en fait, en gros, element va être passé automatiquement à println ici. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y a certaines contraintes sur les méthodes références. J'en parle un tout petit peu là. En gros, s'il y a un paramètre à la méthode, vous pouvez utiliser une méthode référence. C'est une des contraintes sur l'utilisation des méthodes références. Donc ici, on peut utiliser la méthode référence. Bien évidemment, ça fonctionne de la même manière que le code que j'écris en dessous. Donc vous utilisez la syntaxe que vous préférez. Les trois ici vont fonctionner. Dans IntelliJ, ils vous disent, ils vous mettent un warning en disant c'est mieux d'utiliser la méthode référence. Règle générale, c'est plus court d'utiliser la méthode référence. L'exécution est la même. Donc si je vais côté JavaScript, ici sur la droite, donc du coup, je peux faire elements.forEach. Et puis dans le forEach, je vais écrire mon arrow fonction. Et puis en JavaScript, on écrit console.log de element. Normalement, ça devrait donner la même chose. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a disponible sur les listes en JavaScript, donc il faut juste que je donne. Je crois que c'est comme ça. Int. Ouais. Donc sur Elements, donc qui est une liste de int, on a accès. Ah oui, c'est vrai, vous voyez pas dans l'écran. Ouais, ok, je voulais vous montrer les différentes méthodes sur. Ah, vous voyez le petit pop-up là, le déroulé, ouais. Ok. Ah, c'est peut-être juste dans l'enregistrement sur OBS que ça fonctionne pas. Ok, bon, vous l'aurez pas dans le record sur YouTube, mais au moins vous le voyez sur le stream.
Donc ici, effectivement, vous avez le for each, et puis du coup, ça vous donne ici, comment dire, le format du callback. C'est un petit peu différent du coup en JavaScript. Le premier élément c'est la valeur et après c'est l'index. Donc vous pouvez aussi écrire ça. Si je ne me trompe pas. Comma expression. Alors de souvenir ça fonctionne ça. Console.log et là vous pouvez aussi loguer l'index dans lequel l'index de l'élément en fait. Je vais pas écrire la partie droite en fait, c'est pas intéressant. C'est juste pour vous montrer qu'en JavaScript en fait il y a un petit peu plus d'informations. Donc dans le for each ici, c'est possible de récupérer davantage d'infos sur l'élément d'itération en cours. En Java, sur la partie gauche, euh, c'est relativement difficile de savoir sur quel élément vous êtes, donc l'index de l'élément en fait dans la liste. Euh, En gros, sur le for each tel qu'on l'a écrit sur la gauche, c'est pas possible de savoir. Okay, donc il y a un petit peu plus d'informations sur la partie JavaScript. Euh, Là, du coup, pour le for each, le code il est plus ou moins identique. On va voir que ça, c'est un petit peu différent pour les exemples suivants. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le premier exemple? Très bien. Donc, on va faire exercice 1. Et puis ici, exercice 1 aussi. Ok, très bien. Donc là, en gros, on cherche à multiplier par 2 chacun des éléments. Donc, je vais enlever ça. Donc elements.stream, c'est notre point d'entrée. Et puis après, pour multiplier chacun des éléments par 2 et les retourner, qu'est-ce que je vais utiliser ici comme, comme opération de stream, comme opération fonctionnelle? Map, exactement. Donc fill c'est pour enlever les éléments, map c'est pour les transformer. Donc ici on va passer une fonction. Donc la fonction elle reçoit un int, donc, qui va être dans element, dans integer plus précisément, dans element. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire element x 2. Et puis là on veut retourner une liste d'integers. Donc qu'est-ce qu'on va appeler ici pour retourner une liste d'integers? Ouais, ouais, collect collector to list exactement. Donc on retourne ça. Du coup ici, ça c'est notre opération terminale, donc ça va récupérer tous les résultats du map dans une liste. Ça va faire une URL list et ça va la retourner. Très bien, donc j'exécute quand même juste pour être sûr. Donc effectivement ici, ça nous donne le bon résultat. Contrairement à for each, en fait, on ne peut pas juste faire elements.map. Ok, il faut passer par le stream. Règle générale, vous passez toujours par le stream en fait. Par le elements.stream. Ici, il n'y a pas de manière de faire des méthodes de référence parce qu'on n'appelle pas une méthode spécifique. Et puis voilà, donc côté JavaScript, du coup, on va faire return elements.map. Et puis ici, même chose, donc element, arrow fonction, et puis on fait element x2. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque ici? On n'a pas besoin de démarrer un stream en JavaScript. Okay, les méthodes map sont disponibles, les méthodes map, filter, reduce, etc. sont disponibles directement sur le prototype de array en fait. Donc ici, si vous avez un array, vous avez accès à map, filter, etc. Vous n'avez pas besoin de passer par stream par exemple. Ça c'est la première différence. La deuxième différence aussi, c'est que vous remarquez, il n'y a pas d'opération terminale. Donc ici, map retourne un array. Okay. En Java, map va retourner un autre type. Donc en fait, map veut retourner un stream de integer. Du coup, ici, en gros,
le point stream retourne un stream de integer, le map retourne un stream de integer. Si ici le map on changeait le type des éléments, bien évidemment le type ici de integer il changerait aussi. Si vous voulez le voir ça, ou si vous avez des doutes en fait de ce que retourne map, vous pouvez le mettre dans une variable. Et puis là ici on voit, je vais peut-être aller un peu vite, donc là ici on fait elements.stream.map et en fait la méthode map ici nous retourne bien un stream de integer. Okay, donc ça nous permet de le vérifier aussi comme ça. Du coup contrairement à JavaScript sur lesquels il n'y a pas de... Il n'y a pas le concept de stream, en fait, il n'y a pas la classe stream. Donc on reste toujours sur la classe array. C'est un petit peu plus simple en JavaScript, mais on verra, ça permet de faire un peu moins de choses. Quand on utilise RxJS, du coup, on est sur une programmation qui va ressembler beaucoup à celle de Java, où on va avoir une opération pour démarrer le stream. En RxJS, ça ne s'appelle pas un stream. Et après, du coup, à faire une opération terminale qui sera le subscribe qu'on a déjà vu en fait. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur le map, soit en Java ou soit en JavaScript? Ok, très bien. Donc là on est au 1, on va passer exercice 2. Et puis ici, exercice 2. Très bien. Donc là du coup, on cherche à garder les éléments pairs. Donc en gros, ça va nous retourner 2, 4, 6, 8. On veut que ça nous retourne 2, 4, 6, 8. Donc pour ça, on va itérer sur chacun des éléments et puis faire une condition, voir si le modulo 2 est égal à 0. Donc ça, c'est en programmation impérative. D'après vous, comment on va faire si on veut coder ça avec l'API de stream? Filtre, très bien. Donc on va utiliser filter. Et puis là, comment j'écris ici mon prédicat? Mhm. Ouais. Mhm. Très bien. Super, donc ça c'est très bien. Donc en fait ici on a écrit un predicate, donc c'est un prédicat. C'est un type particulier de fonction qui va prendre en argument un integer dans notre cas et qui va retourner un booléen. Donc ici en gros la partie booléenne c'est ça. Et puis la partie integer, bah, du coup c'est l'élément. Très bien, donc un field ce sera toujours la même chose, hein, ça va toujours retourner un booléen. Donc là du coup, pour tous les éléments pour lesquels cette condition-là est vraie, on va garder ces éléments-là. Personnellement, je trouve ça un petit peu contre-intuitif parce que le filter, ça m'évoque l'inverse. Mais en gros, pour chacun des éléments pour lesquels c'est vrai, en gros, quand c'est true, on garde l'élément. Okay. Et puis là, la dernière étape, si on veut retourner une liste d'integers avec tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on va appeler? Ouais, collector to list. En gros, pour s'en rappeler, quand vous retournez une liste de quelque chose, bah, vous appelez collectors.toList. La plupart du temps, la majorité du temps, ce sera ça dont vous aurez besoin. Très bien. Donc on vérifie quand même que ça fonctionne en exécutant le code. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Non, je pense que c'est bon. Donc effectivement, ça fonctionne. Donc si on passe côté JavaScript, du coup on a elements.filter. Et puis dedans, on va récupérer, on va passer une fonction qui reçoit un élément et puis qui, même chose, qui est un prédicat, donc en fait qui va retourner un booléen true ou false en fonction de l'élément. Donc si l'élément modulo 2 est triple égal à 0, et du coup on retourne ça. Encore une fois, on n'a pas besoin d'appeler .stream. La méthode filter est exactement sur la liste, le array.
Et puis on n'a pas besoin de faire une opération terminale de type collect à la fin. Ça retourne, filter retourne aussi un arrêt, tout comme map. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Très bien, on va passer au 3, exercice 3. Et exercice 3. Donc là ici l'idée c'était de combiner deux opérations fonctionnelles. Donc en gros un filter et un map. Donc ici si on regarde la programmation impérative, donc on filtre en premier. Et puis si cet élément-là est pair, bah, du coup on le map. Donc on le transforme. Donc ici on va le multiplier par 5. Donc ça va être une combinaison en gros des deux exercices précédents. Donc on a un elements.stream, on filtre en premier. Donc element. Donc même condition que tout à l'heure. Donc on check s'il est pair. Donc modulo 2 est égal à 0. Et puis après on le map. On fait element. Qu'est-ce que je fais là? Je fais x5. Et puis finalement on le collecte comme tout à l'heure. Il faut retourner cette valeur là. Je vais juste exécuter voir si c'est bon. Même chose en JavaScript. Du coup on va faire return elements. Ok, donc on voit que le code il fonctionne bien. Point filter element arrow fonction, du coup on réécrit la même condition, modulo 2 est triple égal à 0. Map, donc on fait element fois 5. 5. Et puis encore une fois on n'a pas besoin de faire le collect à la fin. En JavaScript c'est un peu plus court. En termes de style, ici, juste pour le code style pour écrire la programmation fonctionnelle, en Java, on va écrire elements.stream sur la même ligne, et après il y a un retour chariot, et ensuite on met chacune des opérations avec le point ici, du coup aligné sur la gauche. L'idée c'est de ne pas mettre deux opérations sur la même ligne, c'est beaucoup plus lisible d'en mettre une seule. Et on remarque que côté JavaScript, j'ai fait la même chose. Donc le costyle, il est semblable aussi côté JavaScript. On a tendance à faire ça la plupart du temps. Parfois, quand c'est très court, on met sur une même ligne. On verra le cas demain. Mais règle générale, c'est plus clair de mettre sur un élément par ligne. Voilà, comme ça. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur l'exercice 3? Ok, si on inverse ma pitch filter, il se passe quoi? Donc ça fonctionne aussi. Est-ce que c'est un hasard? Ouais. Donc là, c'est un hasard qu'on récupère la même chose, mais effectivement, les opérations sont ordonnées. Donc là, le map, il va se produire en premier, et le filter, il va se produire ensuite. Donc là, ici, on voit, on n'a pas eu le résultat. Ok. Exercice 4. Non, c'est pas le bon fichier. Ah oui. Alors. Oui. Donc là, ici, l'idée, c'est de travailler les optionnels. Donc en fait, les optionnels, c'est un concept assez présent dans les langages fonctionnels. Parfois, ça s'appelle autrement. Dans nos langages, ça s'appelle maybe et some. Je vais les écrire ici. Donc la classe maybe, parfois ça s'appelle some. Donc ça c'est dans des langages de programmation comme Scala, il y a le concept en Haskell aussi, etc. En Java ils l'ont appelé optional. Donc l'idée c'est de encapsuler un objet dans un autre objet pour éviter d'avoir une valeur nulle. Donc si on est en programmation impérative, ben, du coup on retourne 1 ou on retourne nul hein, s'il n'y a pas de valeur.
En programmation fonctionnelle, on va retourner une classe, et dans cette classe-là, il va y avoir une valeur, et cette valeur-là, elle va être soit de 1, du coup, ou soit empty. Donc empty, en gros, ça correspond à nul, et puis 1, bah, ça correspond à 1 si on fait la correspondance avec les valeurs impératives. C'est un peu particulier, l'optional au début, mais c'est vachement utile pour gérer les valeurs nulles. Euh, c'est un peu difficile à utiliser en Java. Il y a en JavaScript, je vais peut-être juste me trouver un fichier. Non, je reviendrai parce que JavaScript, il y a un concept aussi d'optionnel. Mais c'est un peu particulier, c'est pas exactement la même chose comme en Java, donc je le présenterai à côté, je le présenterai peut-être demain ou après-demain. Donc là, en Java à gauche, donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande retourner un optional qui représente le premier élément de la liste, et puis optional.empty si la liste est vide. Donc là, en gros, le résultat attendu, c'est optional de 1. Donc en gros, c'est cet élément-là, et puis si la liste est vide, on va retourner à optional vide. En fait, déjà, ce qu'on peut faire, c'est regarder qu'est-ce qu'on a disponible sur Elements quand on regarde les streams. Donc si on regarde un petit peu les méthodes qu'on a, là on veut retourner le premier élément de Elements. Donc si on regarde un petit peu ici, on a un truc qui s'appelle Find First. Donc ça c'est pas mal. Donc ça effectivement c'est ce que je cherchais. Est-ce qu'on aurait pu l'écrire? Ouais, on aurait pu l'écrire avec un filtre, mais c'est relativement galère à écrire vu qu'on récupère pas l'index en Java. Donc ça du coup, on récupère le premier élément de la liste. Et du coup, pourquoi c'est un optional? C'est qu'en fait, si la liste est vide, ben il n'y a pas d'élément. Donc du coup, au lieu de retourner nul, ben, on retourne un optional qui est vide. Est-ce que ça va pour la partie optional? Je sais que c'est pas nécessairement toujours évident. Très bien. Donc ici, je connais pas l'opérateur et. Mais en fait, Nicolas, il y a en JS, en fait, tu as le point d'interrogation à la fin des propriétés. Tu peux dire, genre, ta propriété, point d'interrogation, point. Et du coup, ça te permet de chaîner. Et si le machin, il est nul undefined, tu peux continuer à écrire des points et en fait, ça va pas planter en une pointer exception. Je le montrerai après. Peut-être pas aujourd'hui, je risque de manquer de temps, mais c'est un peu l'équivalent du optionnel. Ça te permet de chaîner plusieurs valeurs nulles, en fait. Ouais, Angular, ouais, il y a une partie qui est dans TypeScript, il y a une partie qui est dans ECMAScript aussi, hein, qui fait partie de JavaScript standard. Je montrerai après. Du coup, ici, vu qu'on a un élément pour... Donc du coup, pour la première liste, ça a retourné un optional. Un optional avec valeur de 1. Et ici, vu que la liste était vide, bah, ça a retourné un optional avec la valeur vide. Donc, empty. Ouais, merci Stéphane, ça fait. Ouais, ça n'a pas toujours fait partie de TypeScript, effectivement. Ouais. Ok, donc ça c'est l'exercice 4. L'exercice 5, je crois qu'on parle aussi de optional. Clac, clac, clac. Donc c'est quoi la question? Le premier élément qui représente un multiple de 5 de la liste. Ok. Ouais. Du coup, ici, pour récupérer le premier élément qui est un multiple de 5, on va faire un stream, on va faire un filter. Donc, comme on a fait tout à l'heure, elements modulo 5 est égal à 0. Et puis sur un stream, on a find first. Donc en fait, c'est le même find first que tout à l'heure, mais qui est appliqué après avoir appliqué le filtre. Okay,
Donc on fait find first, donc ça retourne aussi un optional. L'énoncé nous demande de multiplier par 10, comme là, et en fait, quand vous êtes sur un optional, vous avez aussi accès à, euh, à des fonctionnalités de type map. Donc je vais décomposer cette opération-là en deux, juste pour vous montrer. Du coup, ça je vais le mettre sur une variable. Donc ça du coup on a un optional, et en fait sur les optionals on a aussi la méthode map. Donc ça nous permet de récupérer l'élément et de faire élément x 5 et puis éventuellement de le retourner. Donc en optional, en fait, ça se comporte comme un stream. C'est aussi possible de passer d'un optional à un stream. Donc en fait, vous pouvez faire aussi du coup first multiple of 5.stream et repasser sur un stream. Donc en gros, ici ce stream là, il va avoir un seul élément. Ok, vous pouvez voir un optional comme un stream, fondamentalement c'est plus ou moins la même chose. En tout cas depuis Java 11, parce que ce n'était pas le cas en Java 8. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur cet exemple de optional qui est un petit peu plus complexe? Donc bien évidemment ici, on ne va pas l'écrire en plusieurs lignes, on va plutôt utiliser le chaîné. Donc ici on va faire findFirst.map. Ça c'est la manière un peu plus clean de l'écrire en chaîné pur. Très bien, donc on va faire exercice 6. Ah, il nous reste un optional encore. Donc ici, ça nous demande de faire la réduction, donc en fait la somme de ces éléments-là. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire elements.stream. Et puis là, si on regarde, on a ici reduce. Reduce nous demande un binary opérateur. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on a binary en termes de type en Java, ça veut dire que ça prend deux éléments. Donc en gros, ça prend E1 et E2. Typiquement, c'est ce qu'on appelle l'accumulateur et l'élément courant, quoi. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire accumulateur plus élément. Et puis le reduce, il retourne un optional. Est-ce que vous savez pourquoi ça retourne un optional, le reduce? Ouais, exactement. Donc en fait, la somme, d'un point de vue mathématique, n'est pas définie si l'arrêt est vide. Ok, c'est juste pas défini. Donc en fait, l'idée, c'est au lieu de retourner nul, comme d'hab, on retourne maintenant un optional. Donc là, normalement, ça devrait faire ce qu'on veut. Ici, IntelliJ met un warning, comme quoi on peut remplacer la somme avec une méthode référence. En fait, sur la classe integer, on a une méthode statique qui s'appelle sum. Et en fait, on peut juste faire une référence. On peut faire une référence à cette méthode-là. En fait, si on va regarder la définition de la méthode, ici on voit il y a deux éléments. Du coup, ici, ces deux éléments-là, ils correspondent à l'accumulateur qu'on avait tout à l'heure, et puis ici, à l'élément. Donc, quand on fait une méthode référence, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça ait le même nombre d'arguments. Okay, donc, si vous êtes sur deux arguments ici, il faut que la méthode que vous référencez, elle ait aussi deux arguments, tels que ça. Donc, ça, c'est le plus court comme code qu'on puisse écrire. Alors, est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a aussi... Ouais, c'est plus court, je crois. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors déjà, on peut regarder une différence entre impératif et fonctionnel. On voit quand même que
Euh, à certains moments, la programmation fonctionnelle est quand même beaucoup plus courte en termes de syntaxe. Là-haut, bon, c'est écrit quand même relativement verbeux. Je crois pas qu'on puisse faire vraiment plus court. Euh, Ici, du coup, vu qu'on n'a pas besoin de définir toutes les structures de contrôle, donc en fait, le if, le for, et ici les définitions de variables, en fait, les instantiations d'accumulateurs, en fait, on se rend compte que la programmation fonctionnelle gère beaucoup de choses pour nous. Donc ça, c'est un bel exemple ici, l'exemple 6, la programmation fonctionnelle est quand même beaucoup plus propre. Ok. On va aller voir l'exercice 7 et 8. Je suis désolé, on finit un tout petit peu en retard. Je vais me dépêcher. Exercice 7. HTML. Alors ici, est-ce que quelqu'un sait comment faire pour du coup joindre, passer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 1 et 2 et 3, du coup déjà en changeant le type de int vers string et en plus en faisant un join de string entre les éléments. Ok. Alors, le premier réflexe, c'est d'écrire elements.stream et en fait, ici le trick, c'est que dans le collect, on a plusieurs collecteurs. Donc, dans le collecteur, ici, on a un collecteur qui s'appelle joining, qui nous permet de joindre chacun, chacun des éléments de la liste. Okay, donc on peut passer ici, comment dire, le string qui va faire la jointure entre les éléments. Du coup, on va passer de 1, 2, 3, donc à 3 éléments, à du coup un string qui fait 1 et 2 et 3. Okay. Donc ici, c'est un exemple pour vous montrer que les collecteurs, ils ne servent pas seulement à retourner des listes, ils peuvent aussi joindre des éléments. Okay. Donc là, ici, j'ai une erreur. En bas, collect machin machin, cannot be applied to machin machin. En gros, le problème, c'est qu'en fait, ce collecteur-là, je sais pas comment je peux voir la doc. Ouais, c'est ça. Donc ici, en gros, ça me demande un collecteur qui reçoit un integer, et en fait, ce collecteur-là, euh, le joining, ce collecteur-là en spécifique, il attend d'avoir un string en particulier. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un map pour changer le type de chacun des éléments. Donc ici, element, c'est un int. Donc pour le passer en string, on a plusieurs manières. Donc soit on concatène avec l'espace, c'est pas ouf. On peut faire string.valueOf aussi, qui permet de faire des conversions de type. Du coup, sur les classes comme ça, sur string, int, etc., vous avez presque toujours la méthode valueOf qui permet de convertir d'un type à l'autre. Donc ici, en gros, on passe de l'élément 1 à l'élément string 1, l'élément 2 à l'élément string 2. Et puis là, maintenant, le collecteur joining, il se plaint plus. Il est content. Ici, on nous propose aussi de faire de passer en méthode référence. Je vais le laisser comme ça, juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc là, normalement, ça fonctionne. Donc côté JavaScript, je sais plus trop comment on fait. Ouais, c'est juste join en fait. Donc côté JavaScript, il y a la méthode join qui est disponible si je ne me trompe pas depuis longtemps en JavaScript. Et là en fait on fait juste passer le séparateur. Donc je crois que ça suffit en fait. Il faut que je retourne. Ok, très bien. Et puis est-ce qu'il y a des questions du coup sur l'exercice 7? Très bien. Donc oui, pas de souci. Non, ouais, c'est vraiment c'est géré par c'est géré par le collecteur en fait spécifiquement. Et d'ailleurs, tu as des arguments en plus, donc tu peux donner un préfixe et un suffixe. Donc je mets par exemple, je sais pas, genre avant et puis après. Puis
puis on exécute. Du coup, ça va mettre le string avant, avant, puis le string après, après. Ici, comme ça. Ça te permet un petit peu plus de contrôle. Puis, bien évidemment, ce collector-là, du coup, il fait partie de la classe collectors, mais tu peux aussi l'écrire toi-même. Donc, c'est relativement complexe à écrire un collector, mais c'est possible de le faire. Ok, je reviens en arrière là-dessus. Exercice 8, du coup, ça faisait un peu l'exercice 8 office de récap sur plusieurs éléments qu'on a vus avant. Clac. Donc là, du coup, on va faire en premier un filtre, en deuxième un map, on va finir par un join. C'est tous des trucs qu'on a déjà vus. Donc filter, element, modulo 2 est égal à 0, map, element. Donc là, on multiplie par 5. On va vouloir faire un join, donc avant, on va faire un map. String.value of element. Et puis ensuite, collector joining. Faut que je mette un et. Comme ça. Donc ça devrait être bon. Et puis en JavaScript, un peu le même principe, on va chaîner les opérations jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Donc point filter. Peut-être regarder les résultats quand même. Ouais. Point filter, element, module 2. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus du coup pendant que je termine d'écrire? Ça va être join. Donc on remarque aussi en JavaScript, on n'a pas besoin de faire de la conversion de type. Ce sera fait automatiquement par le join. Voilà. Très bien, donc ça sert de petite introduction sur la programmation fonctionnelle en Java et en JavaScript. Il y a quand même beaucoup plus de fonctionnalités, donc on a vu certaines parties. En connaissant du coup filter, map et puis collect avec 2-3 collecteurs, genre le toList, c'est celui que vous allez utiliser la majorité du temps. En connaissant ces quelques opérations-là, vous allez pouvoir faire la majorité des cas d'usage que vous voulez faire au jour le jour. Après, il y a des trucs plus poussés, mais au final, c'est vraiment des cas à la main.